Sous un ciel rouge sang, des corbeaux planaient, croassant sinistrement au-dessus d'un champ de bataille sans vie. Au milieu d'épées brisées et de gravats, un guerrier gisait sur le dos, seul dans la dévastation. Le guerrier reprit lentement conscience, les dures marques de la bataille, des ecchymoses et du sang visible sur son visage, se demandant s'il s'était évanoui. Avec un grand effort, il réussit à soulever son torse et à s'asseoir, observant la destruction autour de lui et son énorme épée gisant à proximité. Deux questions occupaient son esprit. Depuis combien de temps était-il inconscient et qu'était-il arrivé à la bataille? Soudain, perdu dans ses pensées, une douleur aiguë et atroce lui transperça la poitrine, le faisant se pencher en avant, agrippant la source de la douleur, concluant que certaines de ses côtes étaient cassées. Malgré sa grave blessure, il rassembla ce qui restait de sa détermination, réalisant qu'il pouvait encore bouger. Il commença à chercher ses camarades, mais ce qu'il vit remplit son cœur de chagrin en trouvant les corps des membres de son équipe éparpillés partout. L'un de ses camarades, le mage en robe orange, s'était battu courageusement en utilisant ses talismans brillants pour repousser deux ennemis sombres avant qu'une violente explosion n'éclate. La scène se déplaça ensuite vers l'adversaire principal, le roi démon, une figure géante en armure portant une épée violette mortelle sur son épaule sous l'ombre d'une éclipse noire éternelle. Le héros aux cheveux blonds l'affronta avec tout son courage. Le roi démon avait révélé son véritable pouvoir. L'autorité du roi démon, un brouillard apparut commençant à s'amasser autour et sous les pieds du héros d'où une armée massive de morts-vivants émergea. Le guerrier fut surpris par l'apparition d'un si grand nombre de morts-vivants, concluant qu'il s'agissait d'un pouvoir que le roi démon avait caché jusqu'à ce moment. Il cria en appelant ses coéquipiers à l'aide, « Prêtre !» Le prêtre se tourna vers la source du son, le guerrier Rogue. Rogue demanda au prêtre de lancer le sort d'autorité sur lui et chargea à toute vitesse vers le roi démon. Le prêtre lança le sort d'autorité sur Rogue, en chantant, « Vous qui avez réalisé l'autorité, prêtez-nous votre pouvoir. » En réponse à cet appel, il activa sa capacité, l'autorité de la lumière, l'oubli douloureux sur Rogue, ce qui entraîna une explosion massive de lumière blanche qui submergea les ténèbres. Rogue chargea de toutes ses forces, brisant tous les morts-vivants qui se dressaient sur son chemin, mais l'armée de morts-vivants était infinie, se précipitant vers lui sans relâche, ne lui laissant aucune chance de reprendre son souffle ou de stabiliser ses pieds. Rogue balança violemment son épée, les coups pleuvant comme une tempête, coupant les morts-vivants en morceaux, déclarant qu'il s'occuperait de tous les ennemis pour dégager le chemin à son camarade. Rogue hurla à plein poumon, un cri qui secoua le champ de bataille, encourageant le héros à avancer et à affronter le roi démon sans hésitation. Le héros avança régulièrement vers le roi démon, les yeux remplis de détermination, son épée brillant de puissance, prêt pour la confrontation avec tout son courage, son énergie se heurtant à l'énergie violette du roi dans un duel décisif final. Les sons de collision entre l'épée du héros et le pouvoir du roi démon résonnèrent, chaque coup secouant le sol. Mais malgré la bataille acharnée, les deux restèrent fermes sans vainqueur clair. Le combat violent entre eux causa la destruction complète de leur environnement. Le conflit entre le héros et le roi démon s'intensifie. Dans un moment décisif, le héros assène un coup écrasant avec son épée. L'épée du héros pénètre le corps du roi démon, lui tranchant le bras. Le héros déclara devant le roi démon que c'était fini. Le héros fixa le roi démon avec un regard acéré, pointant son épée sur lui, affirmant que sa fin était inévitable. Le bras du roi démon se soignait à une vitesse folle. Dans un moment d'inattention, il étendit sa main puissante et attrapa le héros à la vitesse de l'éclair. Le roi démon parla avec un calme sinistre, affirmant qu'il n'y a pas de fin, mais simplement une continuation. Son corps commença à briller d'une énergie instable, et le héros réalisa que son adversaire prévoyait de s'autodétruire. Avant que l'explosion ne puisse tout engloutir, Rogue apparut soudainement. Regardant le héros qui semblait figé sur place, se demandant pourquoi il s'était arrêté, Rogue trancha la main du roi démon qui tenait le héros de toutes ses forces. Alors qu'il restait pour faire face à la mort, déclarant que s'il devait mourir, ils mourraient ensemble. Le héros hurla le nom du voleur avec désespoir alors qu'une explosion massive consumait à la fois le voleur et le roi démon. Après l'explosion, seul le silence resta avant qu'un mystérieux pilier noir imposant connu sous le nom de transition des abysses ne jaillisse du sol. Le prêtre regarda le pilier avec confusion, se demandant ce que c'était. Pendant ce temps, le héros, qui survécut grâce au sacrifice de son camarade, vit le spectre de Rogue et pensa qu'il avait échappé à l'explosion en toute sécurité. Mais le héros se figea sous le choc quand il vit Rogue avec un trou béant dans son corps à cause de l'explosion. À ce moment, un autre monstre apparut sur le champ de bataille en regardant les restes fanés du roi démon. Il exprima sa déception, s'attendant à être témoin de l'ascension de son maître au trône du pouvoir, mais ce qui s'est passé ne semblait être qu'une mort futile. Soudain, Rogue, malgré sa blessure, se leva et chargea, donnant un coup de pied au monstre directement au visage avec une grande force. Le monstre remarqua que Rogue avait en quelque sorte survécu à l'explosion. Son étonnement grandit lorsqu'il réalisa la vérité. La survie de Rogue signifiait qu'il possédait également la qualification pour monter sur le trône de l'autorité. Il jeta Rogue au sol. Rogue cria au héros, l'alertant que c'était le bon moment pour attaquer. Le héros et le prêtre répondirent immédiatement,
invoquant l'autorité de la lumière sous la forme de son épée sacrée, Askelon. D'un seul coup décisif, il abattit l'épée sur le monstre, le brisant complètement. Après que la poussière se soit dissipée, le mage apparut, demandant avec inquiétude si le héros et Rogue étaient sains et saufs. Le héros appelle le prêtre à venir vers lui, et le prêtre exprime son soulagement qu'il soit en sécurité. Quand il arrive, il remarque le corps de Rogue à côté du héros dont les blessures ont commencé à se régénérer et à guérir d'elles-mêmes, à sa grande surprise. De loin, le disciple du roi démon observe la scène, pensant que bien qu'il ait été momentanément confus, les choses se déroulent comme elles le devraient. Il demande ensuite au prêtre si le héros a bien reçu la bénédiction. Le héros se tourne vers le roi démon qui est toujours vivant malgré tout. Le roi démon rassure le héros en lui disant de ne pas s'inquiéter, expliquant que son corps physique a rempli son objectif et commence à s'effondrer, et que la victoire était finalement la leur. Dans son dernier message, il lui dit que son histoire s'est terminée ici, et que c'est maintenant au tour du héros de commencer son histoire. Le roi démon prédit que le héros sera forcé de faire d'innombrables choix et sombrera dans un désespoir plus profond que jamais, et que même s'il tombe et est écrasé par la responsabilité qui lui est confiée, il doit prier, ne jamais s'arrêter et continuer à avancer. Son dernier souhait était que le voyage du héros ait une fin différente de la sienne, qu'il a décrite comme vide et insensée, sa dernière trace disparaissant et le ciel restant clair, la bataille qui a déterminé le destin du monde prit fin. Après cela, les jours passèrent rapidement. Le mage fut capturé par le directeur de l'école de magie et y retourna. La fée s'embarqua également pour un voyage de retour vers sa patrie. Quant au prêtre, il fit ses adieux définitifs et quitta une fois de plus le monde des mortels. Le héros fut couronné roi au milieu de la célébration de son peuple, et Rogue retourna également à sa place d'origine. Ainsi, la fausse lumière s'estompa. La vie recommença à s'agiter sous les rayons du soleil, et la peur quitta la vie quotidienne des gens, inaugurant une ère de paix qui dura longtemps. Environ 150 ans plus tard, une personne avec une tête en forme de crâne est assise appuyée contre un arbre, déclarant qu'il continue lui aussi son chemin. Il devient clair que cette personne est Rogue, un ancien membre du parti du héros, maintenant âgé de plus de 150 ans, se demandant s'il a attrapé un rhume. Il contemple les immenses changements qui se sont produits dans le monde qui l'entoure, où des montagnes qui semblaient inébranlables se sont effondrées et des plaines plates se sont transformées en déserts arides. Rogue continua sa contemplation sous la lumière des étoiles, pensant que la seule chose qui n'avait pas changé après toutes ces années était les étoiles et lui-même. Mais il se corrigea rapidement, réalisant que même lui avait changé. Il regarda sa main ridée en pensant à la malédiction d'immortalité qui s'était abattue sur lui. Ce qui était censé être une bénédiction accordée par le roi démon avant sa mort était, en réalité, une malédiction éternelle qui ne disparaîtrait jamais. Il s'interrogeait sur le but de cette immortalité, le sens de son existence s'il ne pouvait même pas disparaître, et son destin de rester seul pour toujours. Alors qu'il était perdu dans ses pensées existentielles, une étoile filante attira son attention. Un petit enfant passa devant lui et, en le voyant, cria d'étonnement, soulignant qu'il était un squelette. 150 ans après la bataille avec le roi démon, le temps qui s'était arrêté pour Rogue recommença à s'écouler sur une montagne derrière le village de Changtap, à la périphérie de l'Empire. La petite fille regarda Rogue avec curiosité. Rogue se demanda pourquoi elle était à cet endroit si tard dans la nuit. Soudain, la fille attrapa le visage de Rogue, le choquant. Alors qu'elle s'exclamait de son émerveillement devant le fait qu'il soit un squelette parlant, Rogue lui demanda de s'arrêter, lui disant qu'il avait vu beaucoup d'enfants se perdre dans les montagnes, mais qu'elle était la première à le tapoter ainsi. Il lui demanda ensuite, avec désapprobation, si elle n'avait pas appris à s'enfuir en voyant quelque chose d'inhumain. La fille répondit innocemment qu'on lui avait appris à ne pas juger les autres sur leur apparence. Rogue grommela pour lui-même qu'il se sentait nostalgique et ému pour la première fois depuis longtemps pour être interrompu par l'apparition de cette étrange fille. La fille demanda avec empressement l'identité de Rogue et, remarquant son étrange épée, elle lui demanda s'il était un chevalier. Rogue nia être un maître et commença à se vanter qu'il était un messager impérial qui voyageait à travers le pays en portant les messages de l'empereur et qu'il protégeait actuellement cette montagne avec une épée maudite. Cela impressionna la fille qui en conclut qu'un messager impérial devait être très fort, ce que Rogue confirma fièrement. Continuant ses vantardises, Rogue expliqua que ce n'était pas un travail que tout le monde pouvait faire, mais qui nécessitait la connaissance de la magie de haut niveau comme l'invocation d'esprit. Pour prouver son point, il invoqua une petite créature fantomatique violette de son épée. La fascination de la fille grandit et elle s'exclama avec enthousiasme que Rogue devait être vraiment fort. Puis, avec des yeux brillants, elle demanda à Rogue de l'accepter comme disciple car elle voulait devenir forte. Rogue rit, pensant qu'il s'ennuyait de sa routine quotidienne répétitive, mais il refusa la requête de la fille, disant que c'était une corvée. La fille fut surprise par le refus et lui demanda si l'histoire n'était pas censée se dérouler avec lui l'acceptant comme disciple. La petite fille n'accepta pas le refus de Rogue et commença à le supplier avec insistance, le traitant d'avare et de squelette sans cœur. Rogue ignora le reste de ses mots et répondit sèchement, confirmant une fois de plus qu'il n'était pas un maître. Le lendemain matin, alors que Rogue se détendait sous l'arbre, il fut surpris de trouver la fille toujours là,
criant avec enthousiasme et s'entraînant avec un bâton comme épée. Il lui demanda si elle rentrait chez elle, mais elle déclara obstinément qu'elle ne partirait pas tant qu'il ne lui aurait pas enseigné l'art de l'épée. Rogue l'exhorta à rentrer chez elle, exprimant son inquiétude que ses parents s'inquiéteraient et se plaignit qu'à cause de son apparence squelettique, on le prenait souvent pour un monstre qui kidnappait des enfants. La fille lui dit de ne pas s'inquiéter à ce sujet, puis révéla tristement que leur maison avait brûlé et que ses parents étaient morts dans l'accident. Elle ajouta que sa mère lui avait dit avant de mourir qu'elle devait devenir forte pour survivre seule, c'est pourquoi elle insistait tant pour apprendre à se battre. Puis elle le regarda sérieusement et lui demanda s'il comprenait sa situation maintenant. Rogue soupira lentement, et après un moment de silence, il accepta finalement de lui enseigner l'art de l'épée. La fille fut ravie et lui demanda de confirmer qu'il pensait ce qu'il disait. Rogue répondit affirmativement, ajoutant d'un ton calme qu'il ne pouvait pas continuer à refuser la requête d'un enfant, ce qui déconcerta la fille pendant un instant. La fille écarta rapidement cela et le remercia avec enthousiasme. Ensuite, Rogue leva les yeux vers le ciel comme s'il s'adressait au défunt empereur, disant que son peuple avait traversé une grande épreuve. Et pour cette raison, il apprendrait à cet enfant à être autonome. Considérant cela comme une expiation pour son incapacité à livrer le message de l'empereur, à partir de ce jour, son long voyage d'entraînement commença. Les jours et les années passèrent alors qu'ils s'entraînaient ensemble, partageant des moments de repos sous l'arbre. Rogue invoquait des monstres de son épée, et la fille commençait à s'entraîner pour les combattre. Ils allaient même parfois effrayer les voyageurs comme une forme de jeu, et un lien fort et unique grandit entre eux. Ils en vinrent à dépendre de la présence de l'autre. La fille s'améliora progressivement dans son utilisation de l'épée. Pendant son entraînement avec Rogue, la fille échangeait des coups avec lui avec acharnement. Malgré cela, ils étaient tous les deux heureux du temps qu'ils passaient ensemble. Après 11 ans, Rogue, qui avait attrapé un lapin, appela « Fille, viens manger ». Une jeune femme aux longs cheveux blonds répondit « Oui, maître ». Après 11 ans, la petite fille était devenue une jeune femme attirante. Elle s'assit à côté de Rogue pour lui dire qu'elle avait quelque chose de sérieux à discuter. Rogue lui demanda ce qui était si important qu'il avait changé l'ambiance si soudainement. Elle l'informa tristement que le village où elle vivait avait été abandonné par ses habitants en raison d'une augmentation soudaine du nombre de monstres, et que l'Empire l'avait déserté, ce qui avait fait perdre espoir à tout le monde. Puis elle déclara qu'elle était devenue assez forte. Rogue réalisa immédiatement qu'elle prévoyait de devenir une héroïne, et lui dit qu'après 11 ans à l'entraîner, il pouvait lire dans ses pensées. Il se souvint de son vieil ami, le héros, qui avait le même rêve d'aider les gens et comment, malgré le ridicule de ceux qui l'entouraient lui disant qu'il n'était pas digne ou que c'était impossible, il répondait toujours qu'on n'a pas besoin de qualification pour sauver les gens. À ce moment-là, Rogue décida de la soutenir dans son entreprise. En tant que seul héritier et maître des techniques de chasse du Nord, il lui offrit un poignard en cadeau, maintenant ainsi leur tradition. Il souhaita qu'elle utilise toujours cette épée avec de bonnes intentions et lui demanda d'aller sauver le monde et de revenir ensuite vers lui assurant qu'il l'attendrait toujours au même endroit. Après son départ, Rogue se retrouva seul, se demandant combien de temps durerait son voyage, s'attendant à ce qu'il dure 5 ou 10 ans. Il devait juste protéger cet endroit jusque-là. Croyant qu'elle réussirait sa mission et reviendrait, Rogue décida qu'il devait juste attendre patiemment son retour. Cette brève connexion dans sa longue ville avait changé, contrairement au passé. Attendre n'était plus une chose effrayante pour lui. Après une longue période alors qu'il était assis seul, il fut surpris par son retour. Portant les cicatrices d'une bataille acharnée, elle le salua, et il la reconnut à peine après tout ce temps. La jeune femme commença à raconter avec enthousiasme ses incroyables aventures et comment l'Empire était beaucoup plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, plein de nouveaux endroits et de choses. Mais elle a aussi affronté de nombreux monstres et utilisé ce qu'elle avait appris de lui pour aider les gens. Grâce à ses actions, les gens ont commencé à l'appeler l'héroïne, mais cela a mis l'empereur en colère qui la considérait comme une épine dans son pied et un obstacle à l'établissement de son autorité impériale, alors il ordonna son assassinat. Alors qu'elle parlait, elle commença à se sentir étourdie et vacilla, tombant dans ses bras. Dans ces derniers instants, elle le serra fort et lui demanda s'il allait bien et s'il avait pleuré en son absence. Dans les bras de Rogue, l'héroïne prononça ces derniers mots, exprimant son souhait d'entendre son histoire avant de rendre son dernier souffle. Les yeux de Rogue se remplirent de colère et de haine envers tous ceux qui lui avaient fait du mal. Pendant ce temps, une troupe de chevaliers impériaux arriva à la montagne. L'un des soldats grommela que l'héroïne maudite n'était pas morte paisiblement, mais était venue mourir sur cette montagne. Le commandant ordonna aux soldats de se taire et de poursuivre la recherche. Le commandant des chevaliers découvrit quelqu'un dans la forêt et lui ordonna de descendre immédiatement de la montagne et de faire ses affaires. Il s'avéra que cette personne était Rogue, qui demanda avec surprise pourquoi il devrait quitter la montagne, ajoutant que cet endroit n'était plus une montagne. Rogue révéla son véritable pouvoir et invoqua des monstres, transformant la zone en une scène horrible remplie des restes de monstres qui avaient attaqué les chevaliers. Rogue leur raconta qu'il y a 120 ans, alors qu'il parcourait le continent en tant que messager, il avait trouvé les restes de l'armée du roi démon à cet endroit. Il leur a écrasé la tête et démembré leurs corps, qui se sont accumulés pour former le sol de cette terre, et cette forêt y a poussé.
Depuis, il gardait cet endroit, craignant que des nécromanciens ne l'utilisent à mauvais escient, mais il semblait que ce n'était plus nécessaire maintenant. Au milieu de l'étonnement du chevalier, le commandant ordonna à tout le monde de se calmer et de prendre position, expliquant que la capacité d'un seul nécromancien à contrôler les morts-vivants est limitée, quel que soit le nombre de cadavres disponibles, mais il s'arrêta brusquement de parler lorsqu'il vit la taille de l'armée que Rogue avait invoquée. Le commandant réalisa qu'il n'y avait aucun espoir d'affronter un nombre aussi massif de monstres, une immense armée de morts-vivants avançant vers eux. Le commandant demanda avec terreur qui était Rogue. Rogue ne laissa aucune chance au commandant et le décapita avant qu'il ne puisse résister. Avec fierté et colère, Rogue déclara sa véritable identité. Il n'était pas qu'un simple squelette, mais la bouche de l'empereur et la voix de l'Empire. Sa voix résonna dans tout l'Empire, délivrant un message à son peuple. Les gens partout se demandaient ce qui se passait. Alors Rogue récita la volonté de l'empereur fondateur. Si l'Empire s'écarte de la volonté de son fondateur, j'accorde aux nobles et aux sujets loyaux le droit de le remettre sur la bonne voie. Il s'adressa ensuite à son ancienne patrie, déclarant qu'il était temps pour eux de payer pour leurs crimes. Dans un village voisin, les survivants de l'attaque des monstres virent l'armée des morts-vivants approcher. Ils lancèrent des cris d'avertissement, et les soldats restants se précipitèrent pour combattre les monstres de toute leur force. Et le commandant ordonna aux unités restantes de se rassembler pour repousser l'attaque imminente au milieu du champ de bataille en flammes. Les chevaliers réalisèrent que ce à quoi ils étaient confrontés n'était pas l'œuvre d'un nécromancien ordinaire, mais une véritable armée de morts-vivants. Face à ce danger imminent, Éché ordonna à tout le monde de lui ouvrir un passage, se préparant à déclencher sa première technique de combat connue sous le nom de chasse au loup. Éché lança son attaque, se demandant quelle était l'identité de l'adversaire capable d'invoquer une armée entière. Échir Soma était l'un des chevaliers impériaux. Un monstre géant se déplaçant entre les bâtiments du village attira son attention. Quand il regarda de plus près, il vit que le nécromancien était porté par la main du monstre géant se déplaçant à l'avant de l'armée des morts-vivants, ce qui le surprit car un mage comme lui était censé être protégé derrière son armée de morts-vivants au lieu de se tenir sur les lignes de front. Il se prépara à frapper à nouveau avec sa technique de chasse au loup, et il coupa la jambe du monstre géant qui portait Rogue, et il prit Rogue en embuscade avec une poussée de lance qui visait sa jambe depuis un angle impossible. Quand il vit l'attaque qui avait touché sa jambe, il conclut qu'Éché était celui qui avait coupé la jambe de la jeune fille. Il chargea sur Éché à pleine vitesse, ne voyant qu'un seul objectif devant lui, l'éliminer. Éché réussit à bloquer l'attaque de Rogue avec grande difficulté. Éché dévia habilement l'épée de Rogue en balançant la sienne. Éché exposa le corps de Rogue avec un mouvement rapide, le laissant vulnérable à une attaque de combat direct. Éché balança son épée à la tête de Rogue, mais ce dernier esquiva habilement le coup avec facilité. Rogue se précipita rapidement en avant et donna un coup de pied à la jambe d'Éché avec force, ce qui fit perdre l'équilibre à ce dernier. Il lui donna ensuite un coup de poing puissant au visage, le faisant tomber au sol. Après cela, Rogue bondit sur Éché, s'assit sur lui et commença à faire pleuvoir une série continue de coups de poing. Mais Éché essaya désespérément de se relever de cette position, luttant pour échapper à l'emprise violente de Rogue. Éché rassembla ce qui restait de sa force et repoussa Rogue avec force, puis balança son épée dans l'air pour le repousser davantage et se donner un peu d'espace pour reprendre son souffle. Il traita son adversaire de maudite bête, admettant que c'était la première fois qu'il était poussé aussi loin depuis sa rencontre avec les 4 chevaliers, puis demanda avec confusion quelle était sa véritable identité. La réponse vint de Rogue, le vengeur. Éché décida qu'il devait gagner du temps et peut-être provoquer davantage son adversaire. Il se moqua de l'idée de vengeance, demandant sarcastiquement pour qui il cherchait vengeance. Il se vanta ensuite d'avoir tué tellement de personnes qu'il lui était impossible de savoir pour quelle victime ce vengeur était venu. Sachant que la nécromancie consommait une énorme quantité d'énergie, il décida de temporiser pour gagner du temps jusqu'à ce que son adversaire soit épuisé. Mais son plan fut anéanti lorsque le vengeur apparut soudainement à côté de lui, posant une main sur son visage. Éché essaya de résister, mais Rogue poignarda rapidement sa main avec son épée, le paralysant et l'empêchant de tenir son arme. Rogue condamna le fait qu'Éché se vante de tuer, expliquant que les habitants de l'Empire et même sa disciple, l'héroïne, avaient souffert à cause de cette mesquine quête de pouvoir. Ignorant la douleur dans sa main, Éché essaya d'attaquer Rogue avec une détermination désespérée pour le terrasser. Mais Rogue lui donna un coup de pied violent, l'envoyant voler, et Éché fut jeté dans les décombres. Parmi les décombres, il justifia ses actions comme étant pour la cause de l'Empire et que la mort de ces personnes était nécessaire. Rogue répondit qu'il était une personne pathétique et que si ses actions étaient nécessaires, alors sa mort entre ses mains aujourd'hui était également nécessaire. Mais Éché répondit avec confiance qu'il ne mourrait pas ce jour-là. Soudain, le ciel s'ouvrit alors que des piliers de lumière bleue montaient du sol. C'était le moment qu'Éché attendait. Comme le bouclier de barrière anti-mort vivant avait été préparé, utilisant 155 batteries de mana humaine, il déclara sa mission accomplie et ordonna son activation. Une vague massive d'énergie sacrée fut libérée, anéantissant complètement l'armée des morts vivants. Les chevaliers se réjouirent de la disparition des monstres devant eux.
Éché raconta à Rogue sa victoire et que son armée avait été détruite, expliquant que cette barrière avait été créée par le mage du groupe du héros il y a 120 ans et qu'elle était décrite comme la plus grande de l'histoire. Mais Rogue répondit calmement qu'il le savait car il se souvenait bien de l'esprit d'artisan têtu que possédait ce mage. Éché fut surpris par ce qu'il vit alors que Rogue déclarait que l'armée n'avait pas d'importance pour lui car il pouvait en invoquer une autre. Il expliqua que ceux qui se tiendraient avec lui cette fois-ci étaient les victimes de l'Empire lui-même, les citoyens exploités, qui le rejoindraient dans sa quête de vengeance, et il promit de mettre fin à l'Empire. Ses souvenirs le ramenèrent dans le passé et à son ancien groupe où il détestait la guerre mais devait se battre pour protéger ce qui leur était précieux. C'étaient des jours où la mort semblait inévitable, et il pensait que ces jours étaient révolus à jamais. Alors que Rogue plongeait profondément dans ses souvenirs, il se demanda amèrement si toutes ses vies perdues et ses sacrifices consentis étaient pour un avenir comme celui-ci. Il ne trouva aucune réponse satisfaisante. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il était autrefois allé sur le champ de bataille, mais il ne se souvenait plus du motif qui l'avait poussé ou pour qui il se battait. En ce temps sans eux, il ressentait un profond sentiment de perte, se demandant où il était censé aller maintenant. 4 jours après l'extermination des héroïnes, Rogue se retrouva dans le village d'aventuriers du Nord sur le continent du Nord. Il entra dans la guilde des aventuriers, le seul endroit ouvert à ce moment-là, et étala une vieille carte demandant de l'aide pour trouver son chemin, expliquant qu'il s'était perdu en se dirigeant vers le nord le long des montagnes. L'une des personnes présentes répondit grossièrement que c'était une guilde d'aventuriers, pas un bureau d'information local. Mais Rogue affirma calmement qu'il partirait dès qu'il aurait obtenu ce qu'il voulait. L'aventurier remarqua que Rogue, qui prétendait être perdu, sentait fortement le sang. Il ajouta qu'il se souvenait d'une rumeur inquiétante qui s'était récemment répandue au sujet d'un nécromancien qui avait tué des chevaliers et détruit le village de Chantab derrière les montagnes. Sans avertissement, l'aventurier se jeta sur Rogue dans une attaque rapide, puis demanda directement à Rogue si cette rumeur le concernait. Révélant son visage squelettique et criant qu'il était un mort-vivant, Rogue a averti ses attaquants de bien choisir leurs adversaires. Puis il a déchaîné sa puissance dans une violente explosion, frappant le sol avec force et les traitant d'enfants. Avec ce coup décisif, Rogue a pu éliminer l'assassin qui se cachait sous terre, attendant le bon moment pour lui sauter dessus. Le chef des aventuriers a admis l'échec de leur embuscade et a ordonné à ses hommes de le tuer. Rogue a reçu l'ordre froidement, leur rappelant qu'il n'avait rien fait d'autre que demander de l'aide pour trouver son chemin, puis a serré le poing, déclarant que tout ce qui arriverait à partir de maintenant serait de leur seule faute. Un homme énorme a chargé sur lui avec une épée levée, lui criant de mourir, mais Rogue a facilement bloqué l'attaque, puis lui a asséné une série de coups. Il lui a ensuite asséné un coup final qui l'a fait tomber au sol. Une autre personne a chargé sur lui assénant une série de coups avec sa lance, mais Rogue a facilement esquivé ses attaques. Rogue a bloqué la lance avec sa main, ce qui a surpris son adversaire. Rogue a attrapé son adversaire et l'a jeté au sol avec force, puis a regardé autour de lui pour trouver 2 autres personnes s'approchant de lui. Les assassins ont essayé d'encercler Rogue par devant et par derrière afin qu'il ne puisse bloquer aucun d'eux. Rogue a habilement esquivé leur attaque conjointe. Les 2 attaquants ont été surpris par l'échec de leur attaque, qu'ils pensaient réussir facilement. Rogue a attrapé leur tête ensemble et les a violemment claqués sur le sol. En un instant, il a disparu en un clin d'œil devant eux, réapparaissant soudainement derrière le chef des aventuriers qui se demandait avec choc comment il avait pu disparaître. Le chef a essayé de s'éloigner le plus possible de Rogue, puis a commencé à échanger des attaques avec Rogue. Rogue a réalisé que la feinte de son adversaire vers la droite n'était qu'une ruse et que la double attaque était la vraie, mais il a réussi à l'esquiver. Après cela, Rogue a donné un violent coup de pied à l'aventurier, l'envoyant voler contre le mur. Les spectateurs ont été stupéfaits de la rapidité avec laquelle le combat s'est terminé. D'un seul coup dévastateur, Rogue a fait tomber le chef au sol, semant la peur dans le cœur des aventuriers restants qui ne pouvaient pas croire que leur chef avait été vaincu si rapidement. Alors que Rogue était sur le point d'achever le reste, un homme blond est soudainement apparu et a arrêté le combat, déclarant qu'il pouvait donner à Rogue ce qu'il voulait. Les aventuriers ont reconnu l'homme et l'ont appelé maître de guilde. L'homme s'est présenté comme Thor Finland, le maître de la guilde des aventuriers du Nord, Garm, et a suggéré de se déplacer dans un autre endroit pour parler dans le bureau du maître de guilde. Thor a commencé par mentionner l'histoire du squelette dont parlaient les aventuriers dans la montagne derrière le village de Changta. Il a expliqué qu'ils avaient envoyé plusieurs équipes de reconnaissance pour enquêter, mais qu'elles étaient revenues les mains vides, ce qui leur avait fait penser que ce n'était qu'une rumeur. Exprimant sa surprise que ce soit vrai, Rogue l'a interrompu brusquement en déclarant qu'il n'avait pas de temps à perdre et lui a demandé d'énoncer directement sa demande. Alors Thor a expliqué que sa demande était simple. Il a expliqué que cette guilde, bien qu'appartenant à l'Empire, avait souffert d'une longue négligence. Les villageois avaient abandonné leur maison en quête de sécurité, et ceux qui restaient étaient morts dans des missions imprudentes pour défendre leur ville, tandis que les autres vivaient dans la peur constante des attaques de monstres. Le maître de guilde a dit à Rogue qu'ils attendaient juste lentement la mort. Rogue a réprimandé le maître de guilde, lui demandant s'il essayait de se plaindre de leur malheur, et lui a dit que s'ils ne voulaient pas mourir, ils auraient dû résister à l'Empire. Il a ajouté que si l'on ne fait rien,
rien ne changera. Thor a répondu que ce n'était pas qu'il ne faisait rien, mais qu'il ne pouvait rien faire. Il a expliqué que la responsabilité de l'ordre public dans les terres abandonnées par l'Empire incombait à ceux qui restaient. Les aventuriers qui partageaient la même volonté se sont réunis pour protéger leur maison, et les autres guildes ont tout mis en œuvre pour protéger leur famille et leur foyer, ce qui les a laissés dans une situation qui n'était pas différente de leur situation actuelle. Rogue a demandé s'ils avaient déjà envisagé de former une alliance entre les guildes pour combattre l'Empire. Thor a répondu que Rogue simplifiait les choses, mais cela signifierait déclarer la guerre, et il ne s'agissait pas seulement de courage. Il a ajouté qu'innombrables personnes mouraient. Thor a admis qu'ils attendaient que quelqu'un les sauve. Il a continué, disant qu'ils s'étaient accrochés désespérément dans l'attente de l'espoir, et puis l'héroïne est apparue. Son espoir chaleureux les a sortis du désespoir, et ils ont cru qu'elle pourrait être capable de tout les sauver. Mais il a ajouté tristement qu'ils s'étaient accrochés à un faux espoir et se demandaient où ils s'étaient trompés et si tout cela n'était que folie et un faible attachement. Alors Thor a regardé Rogue avec détermination, expliquant que le rencontrer aujourd'hui lui avait fait réaliser ce qui leur manquait, à savoir la haine. Sa perspective avait changé. Il se fichait de savoir si demain ne viendrait pas ou si leur maison serait détruite. S'ils pouvaient tuer leurs ennemis, alors la mort était un prix qui valait la peine d'être payé car c'était la réalité de la guerre. Alors Thor a fait une demande à Rogue, s'engageant à affecter immédiatement 2 aventuriers pour l'accompagner et qu'ils rassembleraient plus tard tout ce qu'ils avaient pour le soutenir. Il l'a supplié, qu'il soit un vengeur ou un démon, de ne pas se soucier de son identité et de leur permettre à tous de se joindre à sa guerre. Rogue s'est excusé en disant qu'il n'avait pas l'intention de détruire sa guilde et a admis que la faute était aussi la sienne d'avoir laissé l'Empire négliger ses terres jusqu'à ce que la situation du village atteigne cet état. Rogue a accepté la demande, notant que 150 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait accepté une demande pour la dernière fois, puis a placé une carte d'aventurier rouge sur la table. Thor était stupéfait, se demandant si c'était une carte d'aventurier de classe rubis de l'époque de la Grande Guerre, qui était le rang le plus élevé mais avait disparu depuis longtemps. Thor a posé des questions sur la véritable identité de Rogue, mais Rogue lui a dit de ne pas s'en soucier, se décrivant comme juste un fantôme d'un passé sale. Il a ensuite annoncé son acceptation de la demande, expliquant que sa première destination était la chaîne de montagnes du Nord, la chaîne de montagnes la plus grande et la plus dangereuse du continent où la neige ne cesse jamais de tomber. Rogue a commencé à prendre la route du village de Shingtap vers le poste d'aventurier du Nord. 5 jours après avoir quitté le village, Rogue et ses 2 compagnons aventuriers se déplaçaient prudemment le long de la chaîne de montagnes. Rogue a commenté qu'il se déplaçait à un rythme très rapide pour une marche secrète. L'un des aventuriers observant l'horizon avec ses jumelles a répondu qu'il ne pouvait pas risquer de croiser l'armée de l'Empire. Rogue a confirmé qu'il se déplaçait effectivement rapidement. Nuire et Sami ont vu un autre groupe de personnes à l'horizon, et Rogue s'est demandé qui ils étaient et comment ils avaient réussi à les devancer. L'un d'eux a supposé qu'il ne s'agissait probablement pas d'une équipe de recherche les pourchassant, puis a réalisé qu'il s'agissait de survivants du village de Changtap, et il semblait qu'ils avaient rejoint d'autres personnes qui pillaient des villages sur leur chemin de retour vers la capitale. Son compagnon, l'épée Harriet, a conclu que leur chemin avait été coupé alors qu'ils essayaient de se déplacer le long de la chaîne de montagnes, ce qui a été confirmé par leur manque de vêtements d'hiver. Rogue s'est tourné vers ses 2 compagnons et a demandé au guide quelle était leur destination s'ils prenaient le chemin inférieur. Nuran-Sami l'a corrigé, se présentant ainsi que son compagnon, l'épée Harriet, demandant à Rogue de se souvenir au moins de leur nom. Il a ensuite répondu à sa question, expliquant qu'il y avait de petites maisons éparses le long de la route, et l'épée Harriet a prédit que le groupe les pillerait à la recherche de nourriture et de fournitures. L'épée Harriet a commenté amèrement que le pillage de maisons était devenu courant pour les chevaliers de l'Empire et que les provinces s'y étaient habituées depuis que l'empereur actuel était monté sur le trône. Après un moment de réflexion, Rogue a calmement annoncé qu'il devait les éliminer. Avant que ses compagnons ne puissent comprendre ce qu'il avait dit, il a sauté du haut de la falaise, les laissant dans un état de choc et d'incrédulité. En bas, le chaos a éclaté parmi les soldats qui criaient des avertissements d'une possible embuscade. Rogue a atterri au milieu d'eux, confirmant leur crainte. L'épée Harriet s'est précipitée en avant, criant et se demandant s'il était si désespéré de mourir. D'en haut, Nuran-Sami a regardé la scène et a dit à son compagnon que l'homme était déjà mort. L'alarme a retenti parmi les soldats lorsqu'ils ont reconnu l'attaquant l'appelant le nécromancien du village de Changtap. Rogue a commencé à se déplacer parmi les chevaliers, les abattant un par un tandis que les cris des autres demandant grâce montaient. Le commandant a ordonné à ses hommes de cesser de reculer et d'encercler l'attaquant. Il a essayé de les pousser à attaquer ensemble puisque l'ennemi n'était qu'une seule personne, mais ses mots ont été coupés court par une explosion d'énergie violette de Rogue qui l'a tué. Rogue s'est moqué du commandant mort, lui demandant s'il pensait vraiment qu'il était seul et si ses yeux étaient juste pour la décoration. Puis Rogue a déchaîné sa véritable puissance, invoquant une armée terrifiante de spectres et d'esprits violets. Sword Harriet a regardé la scène à distance, réalisant que la puissance que Rogue avait montrée à la guilde des aventuriers n'était qu'une petite fraction de sa force totale. L'armée fantomatique est descendue sur les soldats et a déchiré leurs rangs. Nuran-Sami a reconnu ces esprits avec terreur, les décrivant comme les fantômes du village de Changtap.
Alors que la bataille touchait à sa fin, Muren Sami a suggéré qu'ils descendent. Sword Harriet a accepté, notant que la bataille était décidée et qu'elle serait bientôt terminée. Dans la scène finale, un chevalier solitaire a chargé dans une attaque désespérée vers Rogue, laissant échapper un dernier cri. Rogue apparaît l'attaque finale du chevalier, esquivant facilement sa lance, puis lui a donné un coup de pied violent à la tête avant qu'il ne tombe au sol. Rogue a vu un collier en or autour du cou du chevalier dont le casque s'était partiellement brisé alors qu'il tombait mort. Le collier a ramené Rogue dans le passé, au moment où l'aventurier lui avait donné ce collier en signe d'excuse, admettant qu'il ne pouvait s'empêcher de se méfier de quelqu'un avec son apparence. L'homme a expliqué que le collier était un porte-bonheur pour les aventuriers fabriqué par sa fille. Rogue a accepté le cadeau et lui a demandé de remercier sa fille, mais l'homme lui a tristement dit que l'armée impériale l'avait tué il y a 2 ans. Rogue s'est immédiatement excusé, mais l'homme l'a rassuré de ne pas le faire, expliquant que tous les habitants du village portaient des blessures similaires et maudissaient l'Empire et qu'ils n'étaient rien de plus que des bouchers humains brûlant ce qui restait de leur vie pour se venger. Il lui a ensuite offert un conseil, lui demandant de ne pas gâcher sa vie en cherchant vengeance comme il l'avait fait. Il a ajouté que tout le monde dans ce monde a quelqu'un qui l'attend, et il était sûr que cela s'appliquait également à Rogue, le suppliant de ne pas aller trop loin sur ce chemin. Le souvenir s'est estompé, et Rogue s'est tenu devant le chevalier qui avait été poignardé dans le dos par l'un des monstres de Rogue avec une lance et dont les derniers mots étaient des excuses à sa fille, Michelle. Rogue a serré le poing fermement, a frappé le fantôme avec force, et il s'est immédiatement dissipé. Ses compagnons se sont approchés de lui, et Muren Sami l'a félicité, lui disant qu'il avait bien fait. Il leur a proposé de s'occuper du nettoyage de l'endroit et de la collecte des corps dont il aurait besoin pour créer plus de morts vivants pendant qu'ils se reposaient, mais Rogue les a surpris en ordonnant que tous les corps soient brûlés. Ses compagnons ont exprimé leur surprise, commentant qu'il était un nécromancien particulier, et Sword Harriet a remarqué l'expression profonde de tristesse sur son visage. Alors que Rogue regardait les flammes brûlantes, la voix du roi démon résonna dans son esprit, lui demandant d'un ton moqueur, « Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est ton tour, n'est-ce pas ?» La voix a continué son avertissement que Rogue serait forcé de faire d'innombrables choix, sombrerait dans un désespoir qu'il n'avait jamais connu, et que le vrai désespoir n'avait pas encore commencé. Rogue a crié de colère, ordonnant à la voix de se taire et de rester dans le monde souterrain aussi longtemps qu'elle était morte. Le spectre du roi démon a ri bruyamment, demandant comment Rogue pensait qu'il survivrait dans son état actuel. Il lui a ensuite dit de lutter comme il le souhaitait et d'essayer de défier le destin, mais au bout de son chemin l'attendait un désespoir que même le roi démon lui-même ne connaissait pas et l'a défié d'essayer d'échapper à son destin. Ailleurs, Frey, l'un des chevaliers de guerre, appréciait la vue d'un royaume en feu, exprimant son admiration pour le son des cris des gens et l'odeur du feu. Un de ses soldats l'a informé que les hommes voulaient jouer au football avec la tête de la princesse, mais elle a refusé, se justifiant en disant que son cœur était brisé. Elle avait pensé que ce royaume était assez grand pour offrir un combat agréable, mais la bataille s'est terminée rapidement et ennuyeusement. Elle se demandait avec ennui s'il y avait quelqu'un dans l'Empire d'assez fou pour déclencher un combat. À ce moment, un messager de l'Empire est arrivé, annonçant l'apparition d'une immense armée de morts-vivants au mur du Nord et émettant l'ordre de l'empereur de maîtriser le nécromancien maléfique à la tête de cette armée. Frey a ri joyeusement, émerveillée par l'apparition rapide d'un tel fou. Elle s'est ensuite levée et a ordonné à ses troupes de se rassembler, déclarant qu'il était temps de partir en guerre. Pendant ce temps, Sword Harriet et Muren Sami parlaient alors qu'ils marchaient avec un Rogue silencieux. Muren Sami a commenté que Rogue marchait comme un cadavre depuis 2 semaines sans dire un mot, ajoutant qu'il y avait quelque chose d'étrange à ce sujet, se demandant comment une tête pouvait flotter dans l'air comme ça. Sword Harriet a rappelé les paroles du chef de guilde selon lesquelles ce mort-vivant du village de Chantap était probablement lié à l'héroïne récemment décédée. Il a souligné que le village de Changtap était également l'endroit où l'héroïne avait passé son enfance et que le moment de son évasion des chevaliers vers le village coïncidait avec l'incident de l'armée de morts-vivants. Plus important encore, le style de combat de Rogue était une réplique exacte de celui de l'héroïne. Le chef de guilde a conclu que Rogue n'était probablement pas une mauvaise personne, mais juste quelqu'un de désespéré et de combattant comme eux. Bien qu'il ne sache pas pourquoi il se dirigeait vers la chaîne de montagnes du Nord, il était sûr que Rogue n'était pas leur ennemi. En même temps, il n'y avait aucune garantie qu'il soit leur allié, mais il était certainement la clé pour renverser l'Empire. Thor Finland, le maître de guilde, avait dit aux aventuriers qu'il leur confierait la tâche de guider Rogue puisqu'il venait du Nord. Sword Harriet se demandait si quelqu'un d'aussi imprévisible que Rogue agirait selon leur volonté, mais Thor les a rassurés, exprimant sa confiance en sa bonne intuition. Sur leur chemin, Sword Harriet a pointé en direction du village de Changtap. Rogue a accepté de s'y arrêter, ce qui a ravivé des souvenirs du passé, lorsque son disciple mettait un sac en papier sur sa tête et les moments heureux qu'ils ont passés ensemble dans le village. Lorsque Rogue est entré dans la taverne familière, la propriétaire l'a salué. Elle lui a dit qu'il était trop tard s'il était venu à la recherche de vieux souvenirs, car la taverne était fermée depuis longtemps. Puis elle lui a demandé s'il utilisait toujours ce sac à pain, révélant qu'elle le connaissait. Rogue a été surpris qu'elle soit capable de le reconnaître.
La propriétaire de la taverne a expliqué qu'elle savait qu'il était le professeur de la fille qui avait travaillé pour elle et qu'elle avait entendu beaucoup d'histoires à son sujet, mais elle ne savait pas qu'il était un mort-vivant parlant. Après cela, elle lui a versé un verre d'un vin bon marché appelé Diani et a expliqué que son nom signifiait un nouveau départ. Elle lui a révélé que son disciple lui avait confié cette boisson avant de partir, espérant la boire avec lui un jour pour célébrer leur voyage. Elle a ajouté que partager ce vin était devenu une coutume chez les aventuriers comme souhait pour un voyage sûr, mais elle a tristement mentionné que ce vin n'avait pas été vendu depuis longtemps car il n'y avait plus d'aventuriers dans le village. Elle a ensuite confronté Rogue, disant qu'elle comprenait ses motifs de rébellion dans un pays en ruine, mais elle pensait que le chemin de la vengeance qu'il suivait était mauvais. Elle a demandé si l'image qu'il était devenu, même s'il réussissait à sauver le peuple de l'Empire à la fin, était vraiment ce que son disciple aurait voulu pour lui. Elle a affirmé qu'elle ne le pensait pas et que la fille aurait voulu quelque chose de plus brillant pour lui. Elle lui a ensuite dit que son disciple avait laissé d'autres choses avec elle à lui transmettre. Elle a expliqué que le rêve de la fille était de vivre un conte de fées, de rassembler des compagnons, de sauver des gens et de vaincre le mal. Elle avait voulu se lancer dans une aventure comme les contes des légendaires aventuriers de la classe Ruby, et elle voulait la vivre avec lui. Le mot aventure a résonné dans l'esprit de Rogue, et il a réalisé à quel point la haine peut aveugler les gens et faire perdre leur chemin même aux sages. Il se demandait si sa colère le poussait à répéter les mêmes erreurs. Il a admis à lui-même que bien que tout le monde l'appelle un professeur, il n'avait en fait appris que de son disciple. Avec une détermination renouvelée, Rogue a décidé de porter leur cœur et leurs rêves sur ses épaules. Il a remercié la propriétaire de la taverne pour la boisson et s'est tourné pour partir. Alors qu'il partait, il semblait que son esprit lui demandait où il se dirigeait maintenant. Rogue s'est souvenu de la signification du vin, un nouveau départ. Il a déclaré que puisqu'il l'avait bu, il était temps de repartir. Cette fois, son voyage ne serait pas pour la vengeance, mais pour vivre ce que son disciple avait toujours souhaité, une aventure. Et ainsi commença l'histoire du messager squelettique. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.